Bien, allez, chers collègues, 19h36, je vous propose que nous démarrions cette séance du Conseil municipal. Avant-dernière, si je ne me trompe pas, de ce mandat. Il en reste deux ? Décembre et février, non, c'est avant-dernier. Hanté. Bien, il nous faut 27 personnes pour que le quorum soit atteint. Nous les avons atteint. Je vais proposer à Jordan de procéder à l'appel. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir à toutes et tous, bonsoir à celles et ceux présents dans la salle et à celles et ceux nous suivant sur Facebook. Et nous commençons avec Farida Amrani. Pouvoir Asdin Seridji. Diarra Badian. Alban Bakari. Mélinda Bayol. Stéphane Baudet. Présent. Fadila Bendoula. Pouvoir Gérard Gianatti. Pétroline Béraud. Michel Bonafous. Carmel Bonnet. Pouvoir Agnès Sommer. Myriam Boubel. Corinne Bourgeois. Jean Caron. Retard, pouvoir. Henri Catalifo. Pascal Cochebray. Henri Chaillot. Pascal Chatagnon. Sandrine Chaumont. Rémi Courteau. Pouvoir Amina Fayed. Yvan Couvida. Philippe Dardiac. Valdemar de Souza. Absent. Mara Delmé-Gilbert. Mina Fayed. Ronan Fleury. Rafik Garnit. Pouvoir Pétroline Béraud. Gérard Gianatti. Natacha Gérard. Jean-Baptiste Gras. Lorraine Anna. Djoulaba Njai. Stéphane Journet. Fatoumata Koueta. Claude-Emmanuel Maisonnave-Couterou. Charles Mariette. Dominique Marquet. Abdoulaziz Mbaye. Lucas Mélin. Freddy Nsondé. Julie Nuage. Agnès Sommer. Daniel Ovono. Marie-Thérèse Plot. Olivier Potoka. Edwige Priska. Pouvoir Abdoulaziz Mbaye. Pierre Pro. Jordan Schwab présent. Azedine Seridji. Il est là, mais oui. Henri Simenou. Tania Tiaing. Édouard Toto. Absent. Daniel Valero. Virginie Villemain. Et Mehdi Zegouf. Présent. Merci Jordan. Le quorum est donc atteint. Je vous propose l'approbation du procès-verbal du 26 juin dernier. Il n'y avait pas de questions sur ce point. Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Nous aurons une motion plutôt qu'un vœu d'ailleurs à aborder en fin de séance proposée par le groupe d'opposition Évry-Courcouronnes, Nouveau Front Populaire au sujet des MDPH. Avant de démarrer l'ordre du jour de ce conseil municipal, je souhaiterais que l'on puisse se recueillir collectivement une minute de silence, alors assez particulière ce soir, puisqu'elle concerne, malheureusement, c'est aussi le calendrier, puisque nous n'avons pas eu de conseil municipal depuis avant l'été. Il concerne en réalité, ou elle concerne, cette minute de silence, 5 personnes, pour des raisons différentes, mais que vous me permettrez de citer très rapidement, qui nous ont quittés ou ces derniers jours, ou ces dernières semaines, ou ces derniers mois. D'abord, Patrick Paluot, qui a siégé à nos côtés, notamment à Courcouronnes en tant que conseiller municipal et maire adjoint depuis 2001 jusqu'à 2020, et qui nous a quittés des suites d'une longue maladie, mais là, en l'occurrence, d'une maladie un peu trop rapide. Claude Jeanlin, qui fut maire d'Évry de 1977 à 1983. Notre ami Pierre Maz, dont nous reparlerons à l'occasion de ce conseil municipal. Ce sera notre premier point à l'ordre du jour dans un petit instant. Nous étions ce matin en assemblée générale de l'Union des retraités d'Évry pour assurer la succession de cette très très belle association qu'il a portée pendant plus de 20 ans. Pierre Maz, dont j'aime à rappeler qu'il a été recruté par Évry Animation en 1975 pour animer la place de l'Agora. Et si je fais ce petit rappel, c'est pour faire le lien avec une autre disparition plus récente, celle-là, puisque c'était
mercredi dernier. Et pour certains d'entre nous, à titre personnel, tout comme Pierre, ça nous peine beaucoup, puisqu'il s'agit de Pierre-Jean Banuls, qui a été maire d'Évry, pas longtemps, mais il a été maire d'Évry, qui a été président du SAN, et qui est notamment, pour celles et ceux qui se souviennent, des débats des années 90 sur l'endettement exorbitant des SAN, des ex-villes nouvelles. Il est le président qui a engagé le désendettement de notre collectivité, nous permettant, lorsque nous sommes arrivés en 2001, les uns et les autres, d'hériter d'une nouvelle communauté d'agglomération qui avait retrouvé des moyens. Pierre-Jean, qui est notamment l'un des créateurs du SCA 2000 et dont l'influence sur le sport de notre ville a été évidemment considérable. Et je pense à sa femme, à sa nièce, que j'ai eu en ligne encore ce week-end. Et puis enfin, un drame de plus, la semaine passée, gare d'Évry-Courcouronnes, dans le cadre de RIX interquartiers. Cette fois, ce n'était pas des RIX interquartiers intramuros à notre commune, mais c'est quand même un gamin de 18 ans de plus victime de cette violence aveugle. Il s'agit du jeune Mamadou décédé dans des conditions non seulement atroces, mais qu'en plus, malheureusement, vous savez que j'ai sollicité un article 40 auprès du procureur de la République, un décès qui a été filmé en direct dans des conditions assez épouvantables. Voilà, pour ces 5 personnes, je souhaiterais qu'on puisse donc se lever et observer tous ensemble une minute de silence. Je vous remercie. Bien, donc ordre du jour du Conseil municipal, nous commençons avec le point numéro 1. Je l'évoquais à l'instant, merci Mehdi, les communications du maire seront jointes au compte-rendu, comme nous le faisons maintenant depuis plusieurs conseils. Donc point numéro 1, en lien avec cette minute de silence que nous venons d'observer. J'ai annoncé à l'Union des retraités d'Évry, à l'occasion du double hommage que l'on rendrait à Pierre Maz, mais on n'oublie évidemment pas Yvette Tardy, qui nous a quittés également l'année dernière. J'avais proposé à l'Union des retraités d'Évry que l'on puisse dénommer notre foyer club, ce beau bâtiment historique et emblématique de notre ville, du nom de Pierre Maz. Et donc c'est cette première délibération qui vous est proposé, appeler ce bâtiment symbolique Foyer Club Pierre Maz. Ça n'est pas soumis à délibération, mais nous avons également donc décidé d'appeler le restaurant municipal qui est au sous-sol de ce bâtiment et qui est le lieu où se rencontrent nos seniors plusieurs fois dans la semaine, du nom d'Yvette Tardy, et non Evelyne, comme j'ai pu le lire par ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Il n'y en a pas, des votes contre, des abstentions. C'est unanime et je vous en remercie. Point numéro 2, Mélinda. Bonsoir à tous. C'est mieux comme ça. Point numéro 2, donc approbation du versement d'une subvention à l'Association française contre les myopathies, donc l'AFM, donc notre fameux Téléthon. Il s'agit de trouver des solutions thérapeutiques aux maladies neuromusculaires par le biais de la recherche sur les thérapies géniques et d'améliorer le quotidien des malades en favorisant un meilleur accès aux soins et un meilleur accompagnement social. Comme les années précédentes, donc, la commune s'inscrit dans cette 39e édition qui aura lieu les 5 et 6 décembre. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur les différentes structures qui participeront du coup à cette opération.
avec l'AFM. On souhaiterait donc soutenir les initiatives de cette structure en proposant une subvention d'un montant de 8 000 € à verser sur l'exercice 2025 à cette association. Merci. Merci Mélinda. Y a-t-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Délibération habituelle que l'on vote tous les ans. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Point 3, Daniel. Alors ça pourrait être Daniel et Yvan ou Yvan et Daniel. Donc ça sera pour l'instant Daniel. Yvan, tu compléteras si tu le souhaites. C'est le mois de Octobre Rose. Hein. Je vais pas vous, évidemment, tout le monde sait maintenant depuis le temps que ça existe que c'est un moment de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Et dans le cadre d'Octobre Rose, on organise depuis plusieurs années déjà ce qu'on appelle les foulées roses. Alors on peut courir ou on peut marcher. Ça aura lieu samedi matin, samedi 11 octobre. Évidemment, place des droits de départ, place des droits de l'homme, après un petit entraînement physique quand même. On a ouvert ces foulées roses à tout public, à tous ceux qui veulent venir, et donc évidemment le nombre de participants ne cesse d'augmenter. En 2023, il y avait 600 personnes, en 2024, 700, et aujourd'hui on est déjà à 700, et on sait qu'avec les jours qui viennent et les inscriptions le jour même, on devrait arriver à peu près 1000 participants. Chaque personne, bien sûr, s'inscrit et paye un montant de 7 €, et l'argent collecté, c'est l'objet de la délibération, sera remis au comité de l'Essonne de la Ligue contre le cancer, donc à peu près, si je calcule bien, évidemment, à peu près 7 000 €. Voilà, donc la délibération, c'est la convention entre la ville et la Ligue contre le cancer. Merci Daniel. Venez samedi matin courir. A priori, il devrait faire beau. Y a-t-il des questions sur ce point? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Daniel, toujours, point 4. Oui, pour un sujet santé, on va pouvoir enfin mettre en place au centre municipal de santé ce qu'on appelle le tiers payant intégral. Vous savez ce que c'est peut-être le tiers payant? C'est la dispense d'avance de frais, c'est-à-dire que c'est la partie du régime obligatoire, la partie de la Sécu qu'on appelle Sécu, qui est versée directement au centre, mais on n'avait pas encore la partie mutuelle, c'est-à-dire le complément. Il existe beaucoup, comme vous le savez, beaucoup de mutuelles. Donc là, on passe par une association qui s'appelle Inter-AMC. AMC, c'est Assurance Maladie Complémentaire. C'est eux qui vont gérer la complexité des différentes sortes de mutuelles. En tout cas, on pourra avoir le tiers payant intégral, c'est-à-dire que les patients n'auront plus, s'ils ont Sécu et mutuelle, n'auront plus à avancer les sommes dues pour leurs soins. Donc ça, c'est quelque chose de très, très bien. Merci Daniel et bravo pour cette avancée. Y a-t-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 5, Jordan. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération vise à faire reconnaître officiellement l'espace Pierre-Nicolas et la fabrique comme relais Eurodesk, en complément du label Information Jeunesse que nous avons déjà obtenu. Ce label Eurodesk, il fait partie d'un réseau européen présent dans 36 pays, soutenu par le programme Erasmus+, qui facilite l'accès à des jeunes et leur permet des opportunités de mobilité en termes de stage, de volontariat, d'études ou encore d'échanges. Contrairement, grâce à l'entrée dans ce label, nos deux structures rejoindront le réseau Eurodesk France, bénéficieront de formations, d'outils de communication et de visibilité nationale et européenne, et ils pourront valoriser le label Eurodesk dans leurs partenariats et leurs demandes de subventions. C'est donc une démarche de valorisation et de qualité du service public de la jeunesse, sans coût pour la commune, qui confirme notre volonté d'encourager la mobilité et l'ouverture européenne de tous les jeunes évry-courcouronais. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la labellisation Eurodesk pour l'espace Pierre-Nicolas et la fabrique, et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention correspondance avec le CIDJ, Centre d'information et de documentation jeunesse. Merci Jordan. Y a-t-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, Jordan, toujours. Il s'agit là d'une délibération habituelle qui porte sur l'attribution à la ville d'une dotation de 1500 tickets loisirs d'une valeur unitaire de 6 € accordée par la région Île-de-France à la suite d'un appel à projet. Ces tickets, utilisables jusqu'au 31 décembre 2026 sur les différentes îles de loisirs franciliennes, permettront d'organiser des activités et des sorties pendant les vacances scolaires, encadrées par les services municipaux de la jeunesse et des sports. Une convention doit être signée entre la région et la ville pour formaliser cette attribution. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de cette convention. Merci Jordan. Y a-t-il des questions? Eugène Sondé. Alors oui, bonsoir à tous. Juste
une question un peu technique, c'est-à-dire la répartition des 1500 tickets se fait de façon équitable sur tous les équipements de la ville ou... Tout à fait, il y a une répartition faite entre les différents équipements jeunesse. D'accord, merci. Pas d'autres questions techniques? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Point 7, Jordan, toujours. Cette délibération concerne la poursuite de l'engagement de la ville dans le dispositif du service civique avec la validation des missions qui seront confiées aux jeunes volontaires pour l'année 2026. Alors le service civique s'adresse à des jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap ou étrangers, et leur permet de s'engager pendant 6 à 12 mois au service de l'intérêt général dans des domaines très variés comme la solidarité, la culture, l'éducation, le sport, l'environnement ou encore la santé. Les communes historiques d'Évry et de Courcouronnes font partie des villes pionnières engagées dans le service civique. Ainsi, depuis 2010, ce sont 470 volontaires qui ont pu être accueillis au sein des services municipaux. Pour la période 2024-2027, un nouvel agrément a été accordé et 30 nouveaux jeunes volontaires seront accueillis à partir de janvier 2026, répartis sur 24 missions que vous avez dans votre dossier. Nous avons à cœur de leur offrir un accompagnement de qualité avec des temps de formation, d'échange et de valorisation de leur parcours. Des remerciements ici, j'en profite à la direction jeunesse de la ville et à l'ensemble de nos agents engagés comme tuteurs pour leur investissement et leur accompagnement au quotidien. Et en ce qui concerne les financements, l'indemnité des volontaires n'a pas évolué, elle reste fixée à 619,83 €, complétée par la ville à hauteur de 114,85 €, financée à 80% par l'État. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la liste des missions de service civique pour l'année 2026. Merci bien, Jordan. Y a-t-il des questions? Sujet sur lequel on est exemplaire depuis très longtemps. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Point numéro 8, Mehdi. Oui, alors vous savez que l'une des, l'une des belles réussites de notre ville nouvelle, c'est quand même la forte présence de l'art dans l'espace public. On a la chance de compter sur un certain nombre d'œuvres un petit peu partout dans les différents quartiers de la ville qui, comme la ville elle-même, ont pour la plupart d'entre elles entre 40 et 50 ans d'existence et nécessitent, comme nos bâtiments municipaux, d'être restaurés. Et donc on s'est engagé avec l'agglomération Grand Paris Sud depuis le début du mandat sur un plan de restauration progressive de ces œuvres. Vous avez pu voir notamment au moment de l'inauguration de la place des Terrasses la très belle restauration de l'œuvre Évry de Pierre Thuel qui avait été réalisée dans les années 80. Et donc le sens de cette délibération, c'est de pouvoir engager un protocole transactionnel entre l'agglomération, la ville et l'artiste, en l'occurrence Louis Molinari, pour une nouvelle œuvre qui est en cours de restauration. Vous savez, c'est l'œuvre La Goutte d'eau qui était en face de la Poste à l'extrémité de la place des Terrasses. Et dans le cadre du chantier de la création de la nouvelle place de centre-ville, nous avons, évidemment en lien avec l'artiste, relocalisé cette œuvre à l'arrière de la mairie sur le cours Monseigneur Romero. Et donc l'œuvre est en cours de restauration, elle a déjà été réimplantée sur le rond-point. Il manque encore le marbre, on a des difficultés à s'approvisionner, mais ça sera fait dans les prochaines semaines. Et donc cette convention vise à transférer, j'allais dire, la charge et la responsabilité de l'entretien et entre guillemets la propriété, même si le terme est impur, de l'agglomération à la ville, puisqu'elle était avant sur une emprise appartenant à l'agglomération, une emprise foncière, et maintenant c'est une emprise ville. Voilà, c'est un point technique et ça me permettait de rappeler que beaucoup de choses ont été faites. Merci Mehdi. Y a-t-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Point numéro 9, 10 et 11 d'ailleurs. Ronan. Merci. Alors, je vais commencer donc par la décision modificative. C'est la première décision modificative, mais c'est la deuxième fois qu'on revient sur ce budget, puisqu'il y a eu un budget supplémentaire. Alors, une décision modificative, c'est quoi? Comme son nom l'indique, on ajuste le budget de l'année en cours, l'année 2025, au fur et à mesure de son exécution. Nous avons toujours deux sections, une section de fonctionnement, une section d'investissement. Donc, au niveau de la section de fonctionnement, nous allons faire un ajustement à hauteur de 2 635 000 €. Je vous passe les centimes. Ce qu'il faut retenir dans les grandes masses, donc c'est un ajustement assez important, 2,6 millions en plus qu'on rajoute dans le budget, en dépenses et en recettes, sachant qu'on a un budget de fonctionnement d'à peu près 125 millions d'euros. Donc, ça reste des ajustements quasiment à la marge quand on est sur des sommes comme ça, en fonctionnement. Donc, 2 600 000 €. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail, mais sans trop non plus vous assommer de chiffres.
c'est pas l'objectif. Donc, au niveau des recettes de fonctionnement, c'est ces recettes-là qui ont justement augmenté de 2 600 000 et qu'on va intégrer dans le budget. Alors, l'essentiel des 2 600 000 est composé d'une ligne à hauteur de 1 884 000 euros, 1,9 million quasiment. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Ce n'est pas des produits nouveaux, mais c'est des dépenses en moins, si j'essaye de faire simple. On avait provisionné dans le budget 2025 des dépenses au titre de factures engagées en 2024, mais ce montant-là, on peut l'annuler puisqu'elles sont prises en charge par le budget 2025. Donc, on va annuler 1,8 million pour le coup de dépenses qui étaient rattachées en 2024. Ensuite, on a deux bonnes nouvelles. Une première qui concerne les impôts et taxes à hauteur de 349 000 euros en plus, parce qu'on a eu une notification de fiscalité locale supplémentaire. Vous savez que quand on fait notre budget, on n'est pas encore notifié par l'État de ce qu'on va toucher véritablement, c'est une estimation, et on ajuste en fonction des notifications réalisées. Et là, les 340 000 euros en plus concernent les droits de mutation. Vous savez, quand on achète et on vend un bien, il y a ce qu'on appelle les frais de notaire, et une partie revient aux collectivités locales. Donc là, on en a eu plus qu'envisagé, c'est une bonne nouvelle, à hauteur de 340 000 euros. Deuxième bonne nouvelle, c'est le FSRIF. Alors, c'est le Fonds de solidarité de la région Île-de-France. Pareil, on avait estimé un montant, mais la notification fait qu'on a 349 000 euros en plus. Évidemment, on les prend. Donc tout ça, ça nous fait globalement 2 600 000 en plus de recettes. J'ai oublié par contre une petite réduction de recettes, enfin petite, c'est quand même 42 900 euros de recettes qu'on enlève pour prendre en charge la gratuité que monsieur le maire et le conseil municipal a accordée aux enfants, aux élèves du groupe scolaire Coquibus qui a été touché par l'incendie. Et comme on doit les déplacer sur plusieurs sites, pour des raisons de simplification, ceux qui mangent à la cantine, et d'autant plus, ils mangeront d'autant plus à la cantine qu'ils sont déplacés. Donc on a accordé la gratuité, donc on baisse à hauteur de 42 000 euros, 43 000 euros, les espérances de recettes finalement sur la restauration scolaire. Donc ça, c'était pour les recettes, 2 600 000. Évidemment, on a la même chose en dépenses, puisque c'est équilibré. Dans le budget des collectivités locales, c'est toujours équilibré. Pas le cas partout. Donc en dépenses, on va rajouter 2 600 000 euros de dépenses, en grande partie des réserves d'ailleurs, de l'argent qu'on ne va pas forcément dépenser, mais qu'on met en réserve pour un certain nombre d'opérations. Alors nous mettons par exemple sur les charges à caractère général le plus gros, 1 800 000 quasiment de charges à caractère général. Alors dans ces 1 800 000, il y a une partie non négligeable, 562 000 euros, qui va concerner des dépenses nouvelles. Donc ce n'est pas des recettes en moins, je viens d'en parler tout à l'heure. Là, c'est des dépenses nouvelles liées aussi à cet incendie à l'école des Coquibus, 562 000 euros, parce qu'on va avoir des dépenses en plus. Par exemple, du transport scolaire en plus, des branchements de structures modulaires, des navettes, l'allocation conseil départemental de 2 salles de classe dans un collège pour y mettre donc des primaires. Il a fallu s'adapter. 348 000 euros en plus pour des assurances, pour un ajustement des assurances sur un certain nombre de bâtiments. Nous mettons donc 665 000 euros en réserve pour normalement l'achat de commerce Place des Terrasses. Nous mettons en réserve 200 000 euros sur la ligne de dépenses de personnel. Alors 200 000 euros sur cette ligne-là, c'est très peu de choses, mais c'est une réserve qui, je ne sais pas si je devrais le dire, enfin on l'a écrit en tout cas, éventuellement s'il y a des élections courant d'année 2025 qui n'étaient pas prévues, eh bien, il faudra payer du personnel en plus pour organiser l'élection qui se passe toujours un dimanche. Voilà, donc ça c'est pour l'ensemble des dépenses et des recettes en fonctionnement. Et je vais passer rapidement aux investissements. Les investissements, nous avons donc un ajustement très très faible, puisque nous avons globalement un budget de 100 millions d'euros d'investissement en 2025. Et là, l'ajustement porte sur moins de 300 000 euros. Donc 300 000 euros, c'est vraiment l'épaisseur du trait. C'est des tout petits ajustements entre lignes sur le budget d'investissement, mais retenez juste 300 000 euros d'ajustement sur 100 millions d'euros de budget. Voilà, j'en ai déjà trop dit. Merci Ronan, c'était parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ?
Pétroline. Alors moi, je note positivement la prise en charge rapide du sinistre du groupe scolaire des coquibus. Je voulais juste savoir notamment où en est l'enquête aujourd'hui et la nature des travaux. L'enquête est en cours. On sait que ça n'est pas criminel. Et en fait, on sait d'ailleurs comment ça a démarré, mais je ne le dis pas publiquement, puisqu'il y a plusieurs entreprises qui sont engagées, et je ne veux pas engager une parole publique définitive, mais c'est très clairement lié au chantier. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas. Monsieur Serigi? Micro, monsieur Serigi? C'est le comique de répétition de chaque séance. Ouais, chaque fois. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Bon, c'est juste pour vous demander, est-ce que l'école a été assurée ou non? Ouais. Alors, Ouais. l'école était assurée, Ouais. le chantier était assuré, fort heureusement. Il n'empêche que les sommes que vient d'indiquer Ronan Fleury sont des dépenses qui ne seront pas remboursées. Le déménagement des enfants dans d'autres écoles, le coût de prise en charge des cars, le coût de prise en charge de la cantine. On parle d'enfants d'un quartier populaire que l'on déplace dans un autre quartier et à qui on va imposer pendant un an de manger à la cantine. Il était donc forcément hors de question d'imposer aux parents d'en payer la cantine. C'est évidemment la moindre des choses. Je l'ai moi-même d'ailleurs annoncé aux parents le jour de la rentrée. Ça, ce sont des dépenses qui seront très probablement pas remboursées. Et sur un sinistre de ce genre, premier point, on sera probablement pas remboursé de tout. Ça fait partie des sujets que vous entendez parfois de temps en temps à la télé sur les problématiques d'assurance entre les assurances et les collectivités. Donc il faut se faire à l'idée d'une part. Et quand bien même on sera remboursé d'une partie, on peut l'être dans 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Pour avoir un ordre d'idée, la réparation de l'incendie du coquibus, c'est à peu près entre 3 et 4 millions d'euros. Voilà. Donc il faudra probablement que nous avancions 3 ou 4 millions d'euros pendant plusieurs années. C'est le système assurantiel qui pèse sur les collectivités. Petit débat politique au sens national et grec du terme. Le sujet est devant nous. Mais vous le savez sans doute, je prends ma casquette de président de l'Association des maires d'Île-de-France. De nombreuses communes, je pense à Grégoire de Lasteyrie à Palaiseau, n'a plus d'assurance du tout qui accepte d'assurer la commune. Et donc la commune a décidé de s'auto-assurer elle-même. C'est un sujet devant nous parce que ça finira par nous arriver. Nous, on n'a pas encore eu cette mésaventure parce qu'on a des assurances différenciées, bâtiments, voitures, etc. Mais le sujet est devant nous et un jour ou l'autre, il faudra nous interroger sur nous auto-assurer, ce qui, par ailleurs, avec la crise climatique en plus, etc., va nous amener à des sujets compliqués, quels que soient celles et ceux qui siégeront autour de cette table. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Point suivant, Ronan. Alors, c'est la traditionnelle délibération sur les admissions en non-valeur. Donc, les admissions en non-valeur, c'est lorsqu'on a, par exemple, des factures de restauration scolaire, mais pas que, toutes les prestations qui sont facturées par la ville et qui ne sont pas payées par les tiers débiteurs. Eh bien, c'est le Trésor public qui est de droit mandaté pour courir après et recouvrer les sommes. Et passer un certain délai qui est long, hein, ça peut aller jusqu'à 10 ans, le trésor public nous envoie une liste de sommes à passer en non-valeur, c'est-à-dire à sortir de nos produits. C'est une espèce de passage en perte et profit finalement de ces produits-là, ce qui n'empêche pas les admissions en non-valeur de pouvoir toujours continuer à réclamer les sommes auprès du tiers débiteur. Je vous dis ça parce qu'il y a une petite distinction avec la délibération juste après. Et donc il y a deux types d'admissions en non-valeur. Il y a les admissions au titre du rétablissement personnel, c'est quand il y a des surendettements, des dossiers de surendettement. Donc là, c'est 746,13 € globalement au titre du rétablissement personnel. Et puis les autres motifs qui ne passent pas donc par du surendettement. Et là, c'est un montant plus important, 56 400 €. Alors c'est une liste importante, hein, c'est pas un seul débiteur. Donc on va passer en non-valeur à la demande du Trésor public. Je peux présenter peut-être la deuxième dans la foulée, on votera les deux. Ensuite, il y a une remise gracieuse. Alors là, c'est beaucoup plus pénible, je dirais, à présenter. Il y a eu un drame familial, une famille avec 4 enfants, dont un tout jeune majeur, ou peut-être une, je sais pas. Et la maman, qui était la seule parent de la famille, est décédée brutalement en juin, je crois, avec une toute petite dette de, je sais plus, 300, un peu moins de 400 €. Et pour le coup, et pour éviter que cette dette-là se transmette aux enfants, là, pour le coup, c'est une remise gracieuse. Donc là, ça éteint la dette. On vous propose d'éteindre la dette de cette famille à hauteur de 400 € à peu près.
Merci Ronan, c'est bien la moindre des choses. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 2 points? Il n'y en a pas. Je soumets donc à votre approbation le point 10, des votes contre, des abstentions. C'est unanime, je vous remercie. Le point 11, des votes contre, des abstentions. C'est unanime. Point numéro 12, Mehdi. Oui, merci. Alors, c'est Pascal aussi qui aurait pu le présenter, puisque c'est un point que l'on propose dans le cadre de la ville apprenante UNESCO. Vous connaissez l'IRFAS. Belle école, alors je reprends mes notes parce que les sigles, alors c'est l'Institut de recherche et de formation à l'action sociale de l'Essonne qui est situé dans le centre-ville et qui est un partenaire actif de cette démarche de ville apprenante, démarche au sein de laquelle un axe de mobilité internationale est très présent. Et c'est dans ce cadre-là que l'IRFAS a souhaité mener un projet de mobilité en Allemagne. Alors ils iraient en Allemagne dans quelques jours et les Allemands ensuite viendraient à Évry-Courcouronnes. Et donc, il partira en Allemagne du 13 au 18 octobre prochain, à Dresde, pour être précis, avec 15 étudiants et 10 professionnels allemands, en l'occurrence. Donc, c'est forcément un petit budget pour les étudiants. Et l'idée, c'est quand même de pouvoir réduire les coûts individuels. Et donc, sur un budget global d'un peu plus de 12 000 euros, nous proposons de les accompagner à hauteur de 1 000 euros. Merci. Y a-t-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Point 13. Oui, alors là, on passe côté culturel. Je suis très heureux de vous présenter pour la 3e fois cette délibération. Vous savez que ça fait donc la 3e année que l'on a lancé une résidence d'artistes au sein du service culturel et notamment à la Microfolie au Spot. Donc 2 premières éditions qui ont été des beaux succès. Puisque des beaux ateliers de travail avec un certain nombre d'écoles. L'année dernière, c'était avec l'école Cartier. Et donc, nous proposons cette année de renouveler cette expérience avec une nouvelle artiste qui a été sélectionnée à l'issue d'un jury très sélectif, puisque j'y étais, avec un certain nombre de dossiers, pas mal de dossiers cette année qui nous ont été transmis. Et nous proposons, vous l'avez dans la délibération, de retenir un projet légèrement différent de ce qui a déjà pu être fait les années précédentes, avec une artiste qui s'appelle Cécile Sotti, qui connaît bien le territoire parce qu'elle y a déjà travaillé, qui est déjà un grand nom, un beau nom de la scène de la création, de la jeune création contemporaine, qui a notamment déjà travaillé aux ateliers Médicis, au 104 à Paris, très belle adresse, à Lille, à l'Académie des Opéras de Paris. Enfin bon, quelqu'un qui est jeune, mais qui a déjà une belle expérience et qui nous a déposé, je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'on aura l'occasion de reparler du fond du projet qui sera porté, mais un beau projet autour du son. L'année dernière, on avait beaucoup travaillé autour de l'image. L'idée cette année, donc, c'est de travailler autour du son, et toujours avec des scolaires, évidemment, en l'occurrence cette année avec l'école Nicolas-Jacques-Conté, et notamment une enseignante qui était dans le jury et qui est très mobilisée sur ce projet, avec à l'issue de ces ateliers eh bien une restitution à la Microfolie, une exposition de restitution à la Microfolie comme les années précédentes. Et donc ce projet aura lieu du mois de novembre au mois de février 2026, et puisque c'est le sens de la délibération, nous proposons en aide à la création, en accompagnement de l'artiste et de la résidence, de pouvoir délibérer pour un montant de 3 000 euros. Merci. Y a-t-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Merci, c'est unanime. Point numéro 14, Yvan. Je vous propose de faire le 14 et la 16. 14 et 16. Oui, c'est plus pas rigolo. la 15. Ouais. Là, tout de suite. En fait, ça concerne un championnat du monde de judo, jiu-jitsu vétéran à Paris. En fait, on a 4 athlètes de l'amicale sportive d'Évry qui vont y participer, qui font une demande de subvention, une aide à hauteur de 200 euros. Enfin, on va les accompagner à hauteur de 200 euros. Et puis la 16, c'est juste ni plus ni moins que quelqu'un de la police municipale qui est aussi engagé sur cette compétition. Donc ça fait 5 athlètes de la ville qui vont nous représenter, et l'idée c'est de les aider à hauteur de 200 euros chacun. Voilà, juste ça me permet d'ajouter quelques petites choses sur
le fait que ces athlètes en question, ces athlètes vétérans, c'est aussi des athlètes qui prennent énormément de place sur la vie associative de notre ville, comme Théo notamment, Grégory aussi. En fait, c'est des gens qui œuvrent dans tellement de domaines différents tout le temps sur cette ville et qui font que le judo a une belle représentation, ça c'est sûr, et puis qui aussi sont présidents de l'amicale sportive d'Evry, donc ce n'est pas rien, ça demande un sacré travail de bénévolat. Donc il fallait les remercier pour ça. Et puis j'en profite aussi pour parler du gymnase Toison. En fait, il y a le dojo de l'amicale sportive d'Evry se retrouve là-bas et se retrouve un petit peu en difficulté avec les travaux qu'il y a eu cet été. L'idée, c'est juste de vous dire que tout ça, c'est en cours on est en train de rénover les choses, ça avance. Il y a eu des entreprises qui ont fermé, donc ça nous a mis dans une situation délicate. Mais c'est pareil, c'est leur rendre aussi un hommage à toutes ces personnes qui font vivre le sport sur cette ville, malgré les situations dans lesquelles ils peuvent se trouver. Ils continuent, ils œuvrent. Et voilà, c'était aussi un petit message comme ça. Merci Yvon. Est-ce qu'il y a des questions sur ces points 14 et 16 ? Il n'y en a pas. Pour le 14, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Pour le point 16, des votes contre, des abstentions. Merci. Point 15, Yvan. Et le point 15, c'est encore un... En fait, on a quelques athlètes qui sont un peu fous sur cette ville, notamment Jérôme Perrier, qui est à la fois athlète et qui va se faire un duathlon, un championnat du monde qui l'a fait d'ailleurs. C'est passé déjà et qui a plutôt performé. Je crois qu'il a fini 5e, je ne me rappelle plus exactement, mais voilà. Bon, c'est un malade mental, il faut le savoir. Il court comme un fou, il fait du vélo, il fait de la piscine, il s'occupe de nos enfants sur ce territoire, il s'occupe d'associations. Bon, bref, le mec, il n'a pas le temps. Et voilà, c'est aussi un hommage. Et on voulait l'aider à hauteur de 400 €, enfin, c'est sa demande, sur son championnat du monde. Et lui dire bravo pour tout ce qu'il fait, parce que c'est assez fou. Voilà. Merci Yvan, et évidemment, bravo à lui. Pas de questions sur ce point. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie et vive le sport. Point numéro 17, Gérard. Oui, il s'agit d'une actualisation du linéaire de voirie sur la commune. Donc là, on rajoute la rue Nettie Stevens qui est au bras de fer et une allée Niki de Saint-Phal au parc Collièvre. Donc comme ça, on arrive à 140 km de voirie sur la commune qui sont gérés par nos services voirie, représentés par Claude Bernardi. Voilà, et je les remercie. Merci, merci cher Gérard. Donc vous le voyez, nous avons 140 km de voirie communale. Je le dis pour celles et ceux qui n'ont pas forcément conscience de ce que ça peut vouloir dire en entretien. Je parle bien de voirie communale, c'est-à-dire de responsabilité communale. Si vous y ajoutez les voiries de l'agglomération, si vous y ajoutez les voiries du département, je pense à la Nationale 7, etc., on flirte sans doute entre 300 et 400 km de voirie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Merci Gérard. Michel, pour le point 18. Alors, il s'agit de l'instruction des autorisations de droit du sol qui était assurée par un service mutualisé entre la ville et l'agglomération. Ça comprend tout ce qui est autorisation du droit du sol, les certificats d'urbanisme, les permis de construire, les permis de démolir, les permis d'aménager, les déclarations préalables, les autorisations de travaux, les demandes d'enseigne et les demandes de grue. Vous voyez que ça ne s'ennuie pas. Et le coût de mutualisation pour la commune était de 150 839 € exactement au titre de l'année 2024. Il est envisagé de conclure un avenant portant innovation de cette convention, prenant en compte la convention initiale et des avenants que vous avez juste après. Et pour cela, donc, la convention Nové sera conclue pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2025 et sera renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle durée de 5 ans. Merci Michel pour la présentation du point et pour avoir été particulièrement concis. Ce qui te met la pression pour les prochains. Y a-t-il des questions sur ce point ? Des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie. Point suivant. Michel ? C'est parti, c'est pas un, c'est deux d'un coup. Le premier, ça concerne des affectations et un déclassement des parcelles, quelque chose que vous connaissez depuis déjà fort longtemps. Celle-ci concerne le traité de concession d'aménagement qui s'appelle TCA du parc Collièvre
Et l'aménageur s'appelle la SPLAIN. Je suis désolé, je suis obligé de vous dire Société publique locale d'aménagement d'intérêt national. C'est joli. Et donc, la SPLAIN a pour mission de réaliser tous ces équipements de voirie et réaliser des réseaux divers figurant au programme, des équipements publics de la ZAC aussi. Elle contribue également à financer des opérations de construction et de réhabilitation des équipements publics qui sont en cours, hein, par exemple Mousseau, La Fontaine, Mauriac, Berlioz et Perrault. Dans le cadre de ce projet, la SPLAIN doit acquérir le foncier compris dans le périmètre concerné auprès des propriétaires actuels. Nous concernant le foncier appartenant à la commune concernée par l'opération, d'une superficie de 1641 m², comprend des parcelles cadastrées au nombre de 7, des parcelles non cadastrées au nombre de 4. La commune participe également au financement de cette opération par l'apport en nature des portions de parcelles précitées, estimées à 115 000 € par les services fiscaux après demande conjointe de GEPA et de la commune. Elles seront ainsi cédées, dans un deuxième temps, à l'euro symbolique à la SPLAIN au titre de la prise en charge de l'ensemble des travaux et d'aménagement public réalisés par l'aménageur de la ZAC. Merci Michel. Y a-t-il des questions sur ces donc 2 points, 19 et 20? Il n'y en a pas. Je soumets donc à votre approbation le point 19, des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Le point 20, des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Point 21, Pascal. Il s'agit de la mise à disposition d'une salle à la MAP, l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc c'est la MAP des Audettes, le panier du potager. Donc c'est une mise à disposition de salle pour la distribution des paniers aux adhérents. Donc le jeudi de 19h30 à 21h au 39 rue de l'Orge, mise à disposition gratuite. Merci Pascal, comme quasi à chaque fois pour nos associations sur cette ville. Je me permets de le rappeler puisque ce n'est pas le cas dans toutes les villes, les mises à disposition gratuites des locaux. Y a-t-il des questions, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Point 22, abstention. Okay. Oui, mais bien sûr. Enfin, je le redis, hein, mais c'était peut-être le cas pour Ronan sur le judo d'ailleurs. Mais enfin, les membres des associations qui sont évidemment soumises à des votes sont systématiquement mis en non-votant, ne participent pas au vote. C'est même pas une abstention. Hein. NPPV, comme on dit. Yvan. Alors, voilà, en fait, c'est une convention un peu particulière. En fait, c'est avec l'éducation nationale, il faut savoir que dans nos écoles, il y a des salles qui s'y trouvent, et des salles de motricité, des murs d'escalade et tout ça. Et les écoles sont plutôt, jusqu'à maintenant, elles ont tendance à être un sanctuaire. Et cette convention commence à ouvrir un peu ce champ-là, nous permettrait de pouvoir utiliser ces différents lieux ludo-sportifs pour pouvoir les utiliser pour les associations de cette ville. Il y a un enjeu quand même important. Enfin, le truc est un peu étrange, c'est que c'est des établissements qui nous appartiennent, donc c'est un peu particulier. Mais c'est jamais simple de rentrer dans des milieux où l'éducation nationale y est. Et là, le fait d'ouvrir un petit peu la chose avec la convention, ça nous permettrait aussi de soulager tout ce qu'on vit aussi dans nos équipements sportifs. Aujourd'hui, les équipements sportifs sont utilisés à plus de 90%, plus de 95%, et que cette ouverture de certaines salles de ces écoles pour des associations est plutôt quelque chose qui pourrait nous soulager. Encore faut-il arriver à s'entendre sur le cadre et à se mettre d'accord, parce que on a déjà fait des tests de cet ordre-là, et des fois, c'est pas si simple que ça que de faire une cohabitation entre des associations le soir et puis en journée les cours. Donc voilà, mais en tout cas, il faut qu'on voit ça d'un bon œil, et c'est plutôt une bonne initiative de leur part, et on sent une ouverture de l'éducation nationale à toutes ces questions-là. Voilà. Partie d'un vaste chantier sur la reconquête aussi d'équipements qui ne sont pas utilisés à temps plein et dont nous pouvons bénéficier ou faire bénéficier. C'est une très belle avancée. Y a-t-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Point 23, Virginie. Bonsoir. Il s'agit de voter pour l'approbation d'un avenant à la convention de mise à disposition de logements à l'association Communauté Jeunesse. Donc la commune a conclu un partenariat avec l'association Communauté Jeunesse, Femmes Solidarité 91,
pour l'hébergement des femmes victimes de violences conjugales, enfin des familles plutôt. Et il s'agit de répondre aux besoins toujours plus importants de solutions d'hébergement temporaire des victimes dans l'attente d'une solution de relogement pérenne. Alors, depuis 2022 et 2023, la commune met à disposition de l'association de logement. Par délibération, le 13 février 2025, le conseil municipal a autorisé la signature d'une convention pour mettre à disposition de l'association un 3e logement vacant dont elle est propriétaire de type F4. Et la convention conclue avec l'association prévoit la facturation d'un forfait de charge pour les consommations de chauffage de 250 kW par an. Après analyse des dernières données de consommation, il s'avère que le niveau de consommation est moins élevé qu'il n'était prévu puisqu'il est de 132 kW par an. Donc, il s'agit de conclure un avenant afin de modifier le calcul du forfait des charges. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant à conclure avec l'association. Merci Virginie. Y a-t-il des questions sur ce point? On n'a pas. Vote contre, des abstentions. Je vous remercie. Point 24, Sandrine. Pardon, merci Monsieur le maire. Donc, il s'agit de l'approbation d'une convention de subventionnement portant sur un projet d'embellissement sur la copropriété Jean Allemann aux Épinettes, qui a été longtemps identifié comme un point de deal, de délinquance, avec des façades et des jardinières qui sont régulièrement dégradées. Donc depuis plusieurs années, toutes ces incivilités engendrent des nuisances pour les habitants de cette copropriété. Et afin de préserver le cadre de vie, le service municipal de la GUSP, donc je rappelle cet acronyme, Gestion urbaine et sociale de proximité, le syndic de copropriété Égide et le conseil syndical ont souhaité mettre en place une action d'embellissement via la réalisation d'une fresque artistique qui sera réalisée sur la façade extérieure et sur les jardinières de la copro. Une concertation a bien sûr été menée auprès des copropriétaires de cette résidence qui ont retenu le projet artistique proposé par l'association Aimons-nous vivants, soit une œuvre comportant des éléments en lien avec les végétaux et la nature. Cette fresque sera réalisée pendant les vacances de la Toussaint du 28 octobre au 1er novembre 2025 et la commune contribuera financièrement à la réalisation de cette fresque par le versement d'une subvention d'un montant total de 6 500 € TTC, je le rappelle, à l'association Aimons-nous vivants. Merci Sandrine. Y a-t-il des questions sur ce point? Monsieur Nsondé. Oui, alors c'est vrai que l'idée de la fresque peut, pourquoi pas, mais en quoi la fresque, le fait qu'il y ait une fresque pourrait freiner ces points de deal? Est-ce que il n'y a pas plus de mesures sécuritaires que l'embellissement? C'est bien, hein, il n'y a pas de souci, mais le côté sécuritaire devrait quand même primer. Mais l'un n'empêche pas l'autre, Monsieur Nsondé. Donc évidemment, la question sécuritaire est traitée, mais pas par les mêmes services, mais elle est traitée sur ce point de deal. La question sécuritaire n'a pas passé en conseil municipal, puisque nous avons des services de police municipale, des liens avec les brigades stupéfiants sur le terrain quotidien. Ici, il s'agit d'une subvention sur un projet spécifique en complément qui nécessite une délibération pour pouvoir donner la subvention aux associations. Mais tout cela, vous le savez parfaitement bien, et sur le volet sécuritaire, puisque c'était votre délégation lorsque vous étiez maire adjoint de mon équipe, et sur l'aspect embellissement des quartiers. Y a-t-il d'autres questions sur ce point? Monsieur Seridji. Le problème des dealers, je crois que c'est un problème local. Ce n'est pas qu'un seul quartier. Et je pense qu'on ne peut pas le traiter en 10 minutes. C'est quelque chose de très important. Et il faut mettre tout à plat et en discuter comment qu'on puisse éradiquer une fois pour toutes, dans la mesure du possible, hein, les points où les gens font de la vente de drogue. Voilà. Merci, Monsieur Seridji. Y a-t-il d'autres questions sur ce point? Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Point numéro 25, Mme Chaumont. Merci, Monsieur le maire. Donc là, il s'agit d'une garantie d'emprunt qu'on en passe très souvent en ce moment à 1001 Vie Habitat pour des travaux de résidentialisation de la résidence Bois Sauvage. Donc en effet, en juin dernier, le bailleur 1001 Vie Habitat a demandé à la commune de garantir un prêt de la Caisse des dépôts et consignations destiné à financer les travaux de résidentialisation de cette résidence. Cette opération prolonge la réhabilitation déjà réalisée dans le cadre de l'ANRU 1 et qui a pour but, comme je viens de le dire, de résidentialiser, je vais y arriver, cette résidence de 91 logements pour la pose de clôture, de contrôle d'accès à l'immeuble. Les travaux permettront en outre aux propriétaires la mise en location de places de stationnement au tarif de 15 €. Afin de pouvoir financer ces travaux, le bailleur a souscrit un prêt d'un montant total de 633 686
euros auprès de la CDC. La commune est sollicitée, comme d'habitude, afin de garantir 40% du montant total du prêt, soit 253 474 euros. Le reste étant garanti par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud. Et comme toujours, en contrepartie de la garantie d'emprunt, le bailleur accorde par principe un droit de réservation de 20% de la totalité de les logements. Et donc là, c'est une prolongation des droits pour une durée de 10 ans supplémentaires. Merci Sandrine. Y a-t-il des questions sur ce point? Maître Line. Alors, par contre, la délib, elle parle aussi des places de parking, notamment pour les locataires. Est-ce des places qui vont être enlevées de la voie publique ou quelle est leur nature à présent? C'est la mise en location classique de places de parking. C'est vrai qu'on ne l'a pas souvent dans ce genre de délit pour les garanties d'emprunt, mais là, ça va être proposé à un tarif très intéressant pour les locataires, de la part du bailleur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Point 26, Sandrine, toujours. Alors, à nouveau, une garantie d'emprunt, cette fois à Essonne Habitat, pour la construction de 37 logements sociaux place Copernic. Et elle abroge et remplace la délibération précédente. En effet, en décembre 2024, le conseil municipal a accordé la garantie d'emprunt à hauteur de 40% pour le remboursement d'un prêt total de 4 667 504 euros, souscrit par le bailleur Essonne Habitat auprès de la CDC, qui était donc destiné à la construction de cette résidence de 37 logements sociaux et qui fait donc partie de ce programme dans le quartier du Canal. En juillet 2025, le bailleur a informé la commune qu'il avait demandé à la CDC une modification du contrat de prêt afin d'y intégrer une dimension environnementale. Les montants des lignes de prêt demeurent, eux, inchangés. Les modifications qui concernent les conditions de remboursement du prêt sont les suivantes. Baisse du taux du livret A, donc passant de 3 à 2,40%, et une réduction de la marge fixe sur index due à l'intégration des prêts construction verte pour les logements PLUS. En contrepartie, toujours pareil, des droits de réservation sont accordés à la commune, et cette fois-ci, c'est un droit de réservation pour 7 logements, valable pendant toute la durée du prêt, soit 80 ans. Merci. Y a-t-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Tu vas rapporter les points 27, 28, 29 d'un coup? Absolument. Allez. Par contre, on votera 3 séparément. Donc là, il s'agit à nouveau d'une garantie d'emprunt à I3F pour l'acquisition de logements au sein d'une résidence intergénérationnelle située rue du Pont-Amarre. Alors, découpé de la façon suivante, il y a 62 logements locatifs intermédiaires, qu'on appelle plus communément LLI, 62 logements locatifs sociaux et sur un autre bâtiment, 33 logements locatifs sociaux. Donc le bailleur I3F a demandé à la commune de garantir ces 3 prêts, souscrits encore une fois auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et destinés à financer l'acquisition en VFA, vente en état de futur achèvement, auprès du promoteur Bouygues de 95 logements locatifs sociaux, donc le LLS, et donc de 62 logements locatifs intermédiaires LLI, là aussi dans le quartier du Canal. Il s'agit d'un programme mixte qui regroupe l'immeuble de la Tour H, qui sera entièrement rénové, et de nouveaux bâtiments qui s'inscrit dans un projet global de diversification de l'habitat et qui prévoit évidemment du logement social, du logement intermédiaire et du logement en accession, ainsi que des locaux d'activité. Le LLI, je le rappelle, comme c'est un produit quand même relativement nouveau, s'adresse aux jeunes actifs qui dépassent les plafonds pour accéder au logement social, mais qui ne sont pas encore prêts à se lancer dans l'achat d'un bien immobilier. Les loyers restent inférieurs à ceux du marché et légèrement supérieurs à ceux des plafonds du logement social. Et contrairement aux logements locatifs sociaux, ces attributions de logement se font directement auprès du bailleur ou d'une de ses filiales ou auprès d'agences immobilières choisies par le bailleur. Donc, ces 95 logements sociaux gérés par le bailleur seront organisés en résidence intergénérationnelle et seront réservés au public senior, familial et à des jeunes actifs de moins de 30 ans. La livraison de ce programme, s'il n'y a pas de retard, ce sera pour la fin d'année 2027. Et nous sommes donc sollicités pour garantir, là aussi, 40% des 2 prêts pour l'acquisition des LLS, soit une somme totale de 5 395 200 euros. Le reste est garanti par la communauté d'agglomération GPS. 100% du prêt pour l'acquisition... je vais y arriver ce soir, c'est difficile. 100% du prêt pour l'acquisition des LLI, soit une somme de 12 374 000 euros. La garantie d'emprunt accordée concerne donc ces 3 contrats de prêt signés entre
le bailleur et la caisse des dépôts et consignations. Et donc, en contrepartie, comme toujours, 20% du total des logements de cette résidence intergée, soit 21 LLS et 12 LLI pour une durée respective de 60 et 50 ans, qui correspondent, comme toujours, à la durée de remboursement des prêts. Donc, il faut le voter, par contre, en 3 fois. Et Pascal, Évidemment. on ne se moque pas. Merci Sandrine. Mais de rien. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 3 points? Il ne semble pas y en avoir. Est-ce que c'est le même vote sur les 3 points? Je demande à tous les groupes d'opposition, est-ce que c'est le même vote pour les 3 points? Même vote? Donc, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc 27, 28, 29, point 30, Mehdi Zeghouf. Merci Stéphane Baudet. Dans le cadre de notre stratégie municipale de promotion des valeurs de la République 2024-2026, il faut savoir que nous sommes engagés évidemment, nous, la ville, avec un certain nombre de partenaires à travers le monde. Et en l'occurrence, nous sommes engagés depuis 2020 parce que nous y adhérons à la coalition européenne des villes contre le racisme, qui est la déclinaison européenne de la coalition internationale des villes inclusives et durables lancée sous l'égide de l'UNESCO en 2004. L'ECAR organise son comité directeur et son assemblée générale 2025 à Zurich, en Suisse, les 23 et 24 octobre prochains. Et donc, pour participer à ce temps de travail, nous proposons que ce soit notre amie Virginie Villemain, conseillère municipale déléguée en charge de l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations, qu'elle puisse, si nous sommes collectivement d'accord, se rendre pour nous représenter à ce moment, à ce temps de travail. Merci, Monsieur Zeghouf. Sommes-nous collectivement d'accord? Y a-t-il des questions, des votes contre, des abstentions? Nous sommes unanimement d'accord. C'est parfait. Ronan. Merci. Donc, quand ces délibérations arrivent, c'est que ça sent la fin du conseil municipal. Nous avons la première, qui est une première, justement, délibération. C'est la première fois qu'on la passe et elle est assez simple pour autant. C'est que nous demandons l'autorisation de recourir au contrat d'apprentissage et au contrat non permanent, ce qu'on appelle aussi les vacataires. Donc c'est tout à fait légal. On le pratique depuis très très longtemps, comme toutes les collectivités de France et de Navarre. Mais c'est vrai que on nous a préconisé de passer une délibération pour valider juridiquement le recours à ces contrats. Et donc, par exemple, sur l'année scolaire 2025-2026, nous avons 26 personnes qui ont été recrutées en contrat d'apprentissage. Et pour les vacataires, c'est des centaines, une bonne centaine, à peu près un volant d'une bonne centaine de vacataires qui sont concentrés notamment, essentiellement, dans l'animation et qui viennent donc en renfort aux vacataires titulaires qui existent aussi, ils sont aussi une centaine, pour l'encadrement de nos enfants dans le cadre des temps périscolaires. Merci Ronan, j'en profite pour te remercier sur le travail que tu mènes avec les élus qui siègent avec toi en CTP, pour le travail que vous menez avec les agents, qui est de très très grande qualité et qui produit d'excellents résultats, qualifions-les de sociaux. Voilà, donc un grand bravo à toi et à toute l'équipe. Y a-t-il des questions sur ce point, Pétroline? C'est vrai que dans un contexte où la baisse des aides rend l'accès aux contrats d'alternance plus difficile pour de nombreux jeunes, et le recours par la commune à des contrats d'apprentissage et à des agents contractuels non permanents joue vraiment un rôle essentiel. Je voulais le dire. Merci Pétroline. Y a-t-il, Monsieur Seridji? Micro, Monsieur Seridji. Hashtag comique de répétition. Concernant les contrats d'apprentissage, c'est très difficile de trouver. Je suis pour à 100%. Par contre, contrat non permanent, vous ne pensez pas qu'on va créer encore un peu plus de précarité? Monsieur Fleury. Si, alors monsieur, voilà, si vous pouviez maintenant éteindre votre micro, Monsieur Seridji. Je vous remercie. Merci. Effectivement, très bonne remarque sur les contrats d'apprentissage. C'est à la fois une aide aux personnes donc, qui cherchent des contrats d'apprentissage pour faire leurs études, mais c'est aussi intéressant pour l'employeur, le contrat d'apprentissage, déjà parce que ça contribue à la formation des futurs salariés, des futurs agents,
mais c'est aussi un moyen de recruter, hein, parce qu'on a sur beaucoup de métiers des difficultés à recruter dans les collectivités, mais aussi dans le secteur privé. Et le contrat d'apprentissage permet aussi, justement, c'est une voie de recrutement très intéressante. Et en plus, on participe à la formation de la population. Sur les contrats vacataires, on peut le voir de deux manières. Mais l'essentiel des vacataires que nous recrutons sont des étudiants ou des retraités. Et ils font ça en complément de leur activité soit d'étudiants. On est retraité, Henri, on a beaucoup d'activités quand on est retraité, hein, mais voilà, c'est en plus. Il y a de jeunes retraités, tu sais, Henri. Hein. Et l'essentiel donc des vacataires que nous recrutons, on est dispersé là. L'essentiel des vacataires, donc, ce sont des personnes qui ont d'autres activités, qui viennent. C'est une activité complémentaire pour eux. Et pour nous, employeurs, c'est pareil. C'est le volant des vacataires nous permet d'ajuster au quotidien, puisque comme il y a maintenant des préinscriptions sur l'ensemble de nos activités périscolaires, eh bien, il y a des pics d'activité. Certains jours, il y a beaucoup plus d'enfants dans les cantines ou dans les accueils du mercredi, etc. Agnès connaît ça très bien. La fréquentation du périscolaire n'est pas linéaire ni sur la semaine, ni dans l'année, ni pendant les vacances, etc. On a de très grandes variations de fréquentation, et donc on ne pourrait pas avoir que des titulaires, que des personnels titulaires pour faire face à ces variations. Donc on a un nombre de personnels titulaires, par exemple des animateurs. Je crois que c'est à peu près une centaine d'animateurs titulaires, c'est leur profession, etc. Et ils sont épaulés par des vacataires qui viennent justement pour faire face aux variations quotidiennes. Et sans ça, on ne pourrait pas faire. Sans ça, on ne pourrait pas faire. Et je pense que tout le monde y trouve son compte. Alors, évidemment, il doit y avoir des situations de personnes qui aimeraient bien être recrutées. Mais d'ailleurs, un certain nombre de vacataires sont recrutés quand il y a des postes de titulaires qui se libèrent. C'est aussi une voie de recrutement, parce que c'est pas simple non plus de recruter de bons animateurs, des personnes qui savent faire, qui ont envie de faire, et qui peuvent avoir la souplesse dont on a besoin justement pour s'ajuster quasiment du jour au lendemain, parfois aux variations, comme je l'expliquais, de fréquentation. Merci Ronan, c'est très clair. Pas d'autres questions, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Point 32. J'étais parti ailleurs, excusez-moi, dans ma tête. Hein. C'est la traditionnelle, là pour le coup, délibération qui fait suite à chaque comité social territorial, l'ancien comité technique paritaire. Alors c'est une organisation paritaire, donc avec des élus et des représentants du personnel, ce que vous évoquiez, monsieur le maire, juste il y a quelques minutes. Et donc, à chaque fois que se tient cette réunion, qui se tient en général une semaine avant le conseil municipal, on ajuste l'organisation de la collectivité, donc les organigrammes, hein, la façon de travailler, etc. Et on crée un certain nombre de postes, on supprime un certain nombre de postes, et on actualise ou modifie un certain nombre de postes. Voilà, c'est comme ça. Et donc, au dernier comité social territorial du 2 octobre dernier, de la semaine dernière, nous avons donc actualisé 9 postes. On a créé 7 postes et on a supprimé 4 postes. Merci Ronan. Y a-t-il des questions sur ce point? Catherine? Alors moi, c'est juste un point à vérifier. Et concernant le poste de chargé de mission lien habitant rattaché à la DGS, est-ce que ce poste intervient directement dans la politique municipale ou uniquement dans le suivi opérationnel ou le traitement des demandes des habitants? Les deux veulent dire la même chose. Hein. Les deux veulent dire la même chose. L'administration répond aux injonctions du pouvoir politique municipal en application en principe de la mise en œuvre de son programme électoral, et donc il répond. Donc que l'on soit dans l'administration, que l'on soit au cabinet du maire, que l'on soit dans n'importe quel service, on est là pour rendre le même service. Après, c'est juste pour respecter les recommandations de la Cour des comptes sur ce type de poste. Et évidemment, et vous noterez d'ailleurs dans le rapport de la Chambre régionale des comptes que nous avons étudié l'année dernière, que sur ce sujet-là, il n'y avait aucune remarque. Enfin, comme sur d'autres d'ailleurs. Merci Pétroline. Pas d'autres questions? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons pas de points ou pas de questions sur les décisions du maire?
Il n'y en a pas. Il y a donc une motion. Est-ce que cette motion est défendue par le groupe NFP? Donc elle est défendue. À partir du moment où elle n'est pas lue, je joindrai la réponse écrite qui nous amène à rejeter cette proposition de motion. Donc pour la motion proposée par le groupe NFP, qui est pour? Vous, en l'occurrence. Voilà. Qui s'abstient? Qui est contre? Elle est rejetée. Je vous remercie. La séance est levée.